plaisir de vous accueillir ce soir pour le troisième webinaire organisé par le Club Crescendo. Le Club Crescendo est ouvert aux adhérents des VMF en activité et à leurs amis. C'est une offre complémentaire de celle traditionnelle proposée par les délégations VMF. Notre objectif est de mettre en place des activités en tenant compte de vos contraintes, notamment celles relatives à votre disponibilité. Nous souhaitons pouvoir organiser des activités à partir des grandes métropoles, Paris et province. Dès que la situation sanitaire le permettra, nous organiserons des visites de découverte de lieux ou de métiers d'art. Dans un premier temps, nous nous concentrons sur des webinaires autour de deux grands thèmes: l'illustration de savoir-faire, les métiers d'art, et les amoureux du patrimoine. Ce soir, nous démarrons le cycle des amoureux du patrimoine, cycle qui vous permettra de rencontrer des repreneurs de maisons remarquables ou de caractère. Nous pourrons avec eux découvrir et partager de véritables aventures humaines. Pour introduire ce cycle, nous avons demandé à Patrice Besse d'intervenir. Patrice Besse est un amoureux du patrimoine, voire, comme il vous l'expliquera, un véritable passionné du patrimoine. Il est également mécène des VMF au travers d'un prix qui récompense la première acquisition d'un édifice de caractère. Je laisse maintenant la parole à Patrice Besse qui pourra se présenter et redéfinir un petit peu son attachement au patrimoine. Merci, Monsieur Besse. Bonsoir Philippe, merci pour cette introduction. Alors effectivement, passionné de patrimoine, je le suis. En parler derrière une caméra, ça me bloque un peu, je vous dirais, parce que tout ça est une histoire d'hommes et de femmes, donc hommes avec un grand H, ne m'en veuillez pas, mesdames. Et c'est très compliqué de ne pas être sur le terrain quand on parle de patrimoine. Alors, me présenter, vous m'avez demandé de me présenter, je n'ai pas trop envie de me présenter parce que c'est pas ce que je suis qui est intéressant, mais plutôt ce que je fais. En deux mots, je peux dire que j'ai 120 collaborateurs répartis sur l'ensemble du territoire national, qui sont tous des passionnés de patrimoine, sont tous des foudingues de patrimoine comme moi, et c'est cette passion qui nous motive. Alors moi, j'ai la chance d'avoir un métier qui me passionne, donc j'ai fait de mon métier une passion, et la passion que j'ai pour le patrimoine, j'en ai fait mon métier. Donc tout ça se rencontre, et je suis heureux tous les matins quand je me lève d'aller prendre mon train à 6 heures du matin pour aller découvrir des bâtiments merveilleux partout en France. Alors, pourquoi le mécénat? Parce que le mécénat, c'est une petite chose financièrement, ce n'est pas ça qui va sauver le patrimoine français, mais ça permet de jeter un coup de projecteur sur le patrimoine. Alors, quand je parle de patrimoine, moi, je parle de patrimoine bâti. Je soutiens évidemment en premier lieu le patrimoine bâti, mais je soutiens aussi des actions culturelles. Je vais soutenir par exemple une exposition qui va se tenir au château de Rambouillet, qui a pour thème Vivre à l'antique. Ça m'intéresse beaucoup parce que tout ça, enfin pour moi c'est un tout. Vos maisons font partie du patrimoine culturel, et vos maisons sont une source d'inspiration pour le futur. Alors, je m'explique un peu parce que là, j'ai que 10 minutes pour parler, donc c'est compliqué parce que j'ai plein de choses dans la tête que j'aimerais vous dire. Moi, ce que je constate depuis 30 ans, ça fait à peu près 30 ans, même un peu plus que je fais ce métier, ça fait 30 ans que je dis, on ne peut sauver le patrimoine que si on pense à sa transmission, qu'elle soit à titre onéreux, qu'elle soit à titre gratuit. Quand on s'empare d'un bâtiment comme ça, il faut tout de suite penser à la transmission du bâtiment, parce que vous ne serez, je parle à la famille de Saint-Antos et je parle à la famille Scart que je connais un peu maintenant, un peu bien même, si vous ne pensez pas à la transmission quand vous emparez de ce bâtiment, après vous, le bâtiment mourra de toute façon. Donc la transmission, encore une fois, elle peut se faire à titre gratuit ou elle peut se faire à titre onéreux, ça n'a pas d'importance. Il faut qu'elle se fasse dans de bonnes conditions. Et ce que j'ai constaté, c'est que ces dernières années, la transmission devenait extrêmement difficile. Elle devenait extrêmement difficile pour des raisons sociétales, c'est de plus en plus long.
Donc nos enfants héritent maintenant quand ils ont 60, 65, 70 ans, ce qui est épouvantable pour reprendre un bâtiment d'importance. Les règles de succession sont très compliquées sur le plan fiscal. Alors je ne regrette pas pour autant le droit d'aînesse, mais c'est vrai que le droit d'aînesse réglait tous les problèmes. On se disait l'aîné a le bâtiment, les autres ont ce qui reste. Ce n'est pas une bonne façon de voir les choses, mais en tout cas, ça a maintenu le patrimoine dans les familles pendant très longtemps. Ce qui, à la sortie, d'ailleurs, n'était pas une excellente chose non plus, parce qu'on trouvait des familles accrochées à leur bâtiment et qui n'avaient plus les moyens de l'entretenir. Bon. Et puis, il y avait aussi l'effet, ce que j'appelle moi la génération EasyJet, qui fait que nos enfants, il y a quelques mois encore, en fait, pensaient plus à aller passer un week-end à Barcelone pour 25 € que de venir dans la propriété de famille pour tondre le gazon ou mettre du bois dans le feu l'hiver. Et puis, on a eu cette pandémie, et cette pandémie, elle est, pardon de le dire, extrêmement positive pour le patrimoine. Alors, ceux qui ont des chambres d'hôtes, des mariages, des séminaires, etc., on va avoir les cheveux qui vont se dresser sur la tête. Mais ceux qui ont dans leur bâtiment des activités culturelles, ceux qui dans leur bâtiment peuvent télétravailler, ceux qui dans leur bâtiment ont déplacé leur siège de société, eh bien, ceux-là profitent à fond, malheureusement, de cette pandémie. Et utiliser les bâtiments tels que vous le faites, vous, enfin, je parle de la famille Iscar que je connais un petit peu, je sais ce que vous allez faire dans ce bâtiment, c'est formidable, c'est fantastique, parce que vous allez être des moteurs, peut-être pour toute une région. C'est-à-dire que vous allez amener dans ce bâtiment votre culture, votre savoir. Vous allez peut-être même y développer une partie avec votre société. Vous allez peut-être mettre un siège de société dedans, je ne sais pas. Et du coup, vous allez emmener avec vous un village, une région. Et grâce à des gens comme vous, eh bien, peut-être qu'il y aura un boulanger dans le village qui va ouvrir. Peut-être que l'école ne fermera pas parce que des enfants nouveaux vont arriver. Donc le patrimoine, c'est un vecteur économique, c'est un vecteur social extrêmement important. Et les entrepreneurs que vous êtes, il faut que vous soyez nombreux comme vous, il faut que vous soyez accompagnés pour arriver à relever le défi. Et c'est ce que je fais très modestement, très très modestement, dans mon engagement pour le patrimoine. Voilà, donc je suis toujours plein d'admiration pour des gens comme vous. Je trouve ça formidable. Et quand j'ai l'opportunité de participer modestement à la transmission de ce patrimoine, ben, j'en suis très fier. Je ne sais pas, Philippe, si vous avez d'autres questions auxquelles vous voulez que je réponde. Peut-être le prix quand même, il faut quand même que je parle du prix, hein, parce que c'est un peu pour ça qu'on est là. Le prix, moi, j'ai intitulé la première acquisition. Parce que, encore une fois, ce qu'il faut dans le patrimoine, c'est amener des gens jeunes, c'est amener des gens avec des idées nouvelles. Arrêtons les sempiternelles chambres d'hôtes, séminaires, mariages. D'ailleurs, on en a vu l'arrêt total et définitif, malheureusement, pendant cette pandémie. Donc, j'aime bien les idées nouvelles. Il faut réanimer ce patrimoine avec des idées nouvelles. Donc, des gens jeunes le feront. Je peux parler d'un autre prix que je mécène aussi, qui s'appelle le prix du jeune repreneur. Alors, jeune repreneur, c'est moins de 45 ans. Et vous, c'est le prix de la première acquisition. Donc, vous voyez l'importance que j'accorde à renouveler le regard qu'on peut avoir sur le patrimoine. C'est extrêmement important. Voilà, je ne veux pas monopoliser parce que je peux vous parler comme ça pendant 2 heures. Hein, donc, je ne sais pas combien de temps j'ai pour… Mais éventuellement, alors, j'ai bien compris que votre premier conseil, c'était déjà, dès que l'on rentre quelque part, de préparer l'étape d'après. Quels seraient vos conseils, en fait, à des candidats à la reprise ou à des nouveaux repreneurs? Alors, la passion, il faut l'avoir, c'est certain. Sans passion, on ne fera rien dans ce type d'édifice. Quand je parle de ce type d'édifice, ça peut être des petits édifices ou des grands édifices. La famille Iscar a acheté un petit édifice, mais dans lequel il y a des travaux pour trois générations, à mon avis. Donc, il faut avoir la passion, et il faut être très bien entouré. C'est-à-dire qu'il y a des spécialistes de tout. Il y a des spécialistes des travaux, il y a des spécialistes du développement économique, il y a des spécialistes du développement culturel, etc. Donc, il faut être bien entouré. Et surtout,
à mon avis, le plus important, c'est de savoir communiquer. Si on ne sait pas communiquer ce que vous êtes en train de faire dans vos bâtiments, vous n'entraînerez pas avec vous des associations, vous n'entraînerez pas avec vous les pouvoirs publics, etc. Donc, il faut absolument entraîner avec vous tout le monde. Vos bâtiments ne vous appartiennent pas, vous n'êtes que dépositaire d'un bâtiment pendant un moment. Donc, vous y ferez ce que vous pouvez de mieux, mais il faut là-dedans qu'on vous accompagne. Voilà. Alors, le dernier point serait, vous avez en fait un engagement au titre du patrimoine bâti, mais je crois que votre engagement, il va beaucoup bien au-delà, puisque vous êtes aussi un passionné, notamment des métiers d'art et d'autres aspects du patrimoine. Ma notion du patrimoine, elle est très bâtie, parce que mon métier m'amène à faire des transactions d'édifices de caractère. Mais le patrimoine, c'est aussi tout ce qui tourne autour. C'est-à-dire le patrimoine bâti, il faut le meubler. Donc, je m'intéresse aussi à l'artisanat, au métier d'art. Il faut aussi soutenir tout ce qui entoure vos bâtiments. Et là-dedans, je fais partie d'une association qui s'appelle Savoir Patrimoine, tout ça au pluriel. Et on essaye de valoriser les métiers d'art, de valoriser des jeunes compagnons, de donner le goût de ces choses-là. C'est extrêmement important. Donc, et vous savez, autour du patrimoine bâti, il y a l'aspect commercial, je vous en ai parlé, il faut arriver à faire à monter des projets économiques dans ces bâtiments qui soient viables, qu'on puisse transmettre. Et puis, il y a l'aspect culturel. On ne vient pas dans un bâtiment du 15e, du 16e ou du 14e siècle pour créer un McDonald's. Il faut dedans avoir des projets culturels ambitieux. Et je crois que la période s'y prête. Je crois que tout cet exode urbain que moi je constate très fortement en ce moment, qui n'est pas un exode périurbain, qui est un exode vraiment des villes vers les campagnes, quelquefois les campagnes profondes. Ça veut dire qu'il y a un goût pour tout ça, il y a une appétence pour aller vers ces bâtiments. On voit bien que tout ce qui est… alors, c'est un peu compliqué évidemment en ce moment, mais tous les essais de musées, de concerts, etc., tout ça fonctionne de mieux en mieux. Donc, il faut sauter sur l'appétence des Français pour la campagne, pour vous aider à réanimer vos bâtiments, à les réinventer et à les rendre, encore une fois, transmissibles. C'est la clé de voûte de tout ce que vous devez faire. Merci beaucoup. Laure, a-t-on d'autres questions qui ont été retransmises par nos divers interlocuteurs? Alors, on n'a pas de questions à ce stade. Très bien. Bon. Monsieur Bess, merci beaucoup d'avoir accepté ce challenge qui était d'initier en fait notre premier webinaire sur les amoureux du patrimoine, et on va passer tout de suite sur un premier exemple avec Édouard et Anouchka de Saint-Anto qui ont… Alors, Philippe, je vous interromps juste une seconde, on a eu une question. La question, avez-vous des exemples précis de domaines qu'applique votre approche pour donner des idées? Ben, j'en ai pas qu'un, j'en ai beaucoup des exemples d'occupation de ces bâtiments, je dirais, original. Vous savez, moi, encore une fois, j'ai mis 30 ans à vous donner, à arriver à la conclusion que je vais vous donner maintenant. La meilleure façon d'utiliser ces bâtiments, c'est d'arriver à y transporter son activité et son savoir. Parce que quand on crée dans ces bâtiments des activités ex nihilo qui n'ont pas grand-chose à y faire, comme encore une fois, je reviens sur les séminaires, les mariages, tout ça, ne sont pas tout à fait des bâtiments qui sont faits pour ça. Mais quand on arrive à leur amener un peu plus de culture, un peu plus d'identité, on les anime de façon formidable. Alors, pour répondre plus précisément à la question, j'ai vendu il n'y a pas très longtemps un bâtiment assez important dans une région assez reculée de France à des jeunes entrepreneurs qui avaient une société d'édition de livres plutôt d'art et qui se sont dit,
plutôt que d'avoir un bureau dans Paris, dans le 18e arrondissement de 20 mètres carrés qui ne ressemble pas à ce qu'on est, eh bien, achetons-nous un château, achetons-nous un très beau bâtiment, transportons notre société dedans et valorisons notre savoir à travers le bâtiment. Et le bâtiment rend largement à la société ce qu'on lui apporte. Donc, tout ça est très vertueux, et j'ai des exemples comme ça, je vous en cite un, mais je pourrais vous en citer 20 autres. Donc, il y a plein d'idées, il y a plein de choses nouvelles, et c'est tout à fait intéressant ce qui se passe en ce moment. Merci beaucoup pour ces précisions. Et donc, on continue notre présentation, et donc, Édouard et Anouchka, je vous laisse la parole pour vous présenter de façon succincte et surtout présenter Maya. Voilà. Ajustement du micro, bonsoir. Donc Anouchka et Édouard de Saint-Anto. On arrive dans cette belle région de l'Ain, entre Lyon et Genève. Et je dirais que ce n'est pas le fruit du hasard, puisque c'est un choix déjà patrimonial, puisque ça fait à peu près 20 ans qu'on rétape des propriétés, et toujours à la recherche de vieilles pierres. Voilà. Donc ce choix, pourquoi Maya? D'abord, c'est un choix pratique. On a recherché une résidence principale. Et avant ce choix, bon, c'était choix professionnel, bien sûr, de se rapprocher de Genève, et surtout de faire un choix judicieux, parce que le patrimoine, il peut être dispersé dans le territoire, mais il faut avoir une visibilité, une vision, je pense, sur le long terme, et la transmission, comme disait M. Donc l'avantage de Maya, très rapidement, on est situé sur un axe majeur entre Lyon et Genève, pas très loin de la Plastic Valley, qui est un territoire industriel qui est assez énergique et actif. Et ce qui fait de Maya, en fait, un choix judicieux pour se poser la question de qu'est-ce qu'on va en faire, puisque ça a un coût d'exploitation, bien entendu, hein, comme toutes ces grandes propriétés. Maya, c'est 10 hectares d'un seul tenant, avec le château qui est au milieu, qui est à environ 2 minutes de l'autoroute, d'une sortie d'autoroute, très important, et qui est constitué de 2 châteaux, en fait, qui se sont rejoints au 18e par un couloir qui a été construit. Alors, quand on a visité, on avait 1000 mètres carrés à exploiter. On va en faire parce que la famille devenant réduite avec les enfants qui s'en vont, on va se retrouver dans une grande surface et on ne va pas savoir quoi en faire. Donc, on a, plutôt que de faire un projet purement, je dirais, de celui de chambre d'hôte, comme disait M. Bess, on s'est dit, on est sur un axe majeur. On a essentiellement un flux de professionnels qui, la semaine, ont besoin de se déplacer entre 2 axes de métropole. Et puis le week-end, potentiellement, des gens qui souhaitent aller se promener depuis Lyon dans les montagnes. Voilà. Alors, fort de ça, on s'est retrouvé avec une partie, donc le fameux 2e château, où il y avait 5 chambres. Donc le hasard fait que c'était 5 chambres qui étaient purement dans la limite administrative connue, puisque au-delà de 5 chambres, ça devient hôtel. Et on s'est dit, on ne veut surtout pas faire de la chambre d'hôte classique. Voilà, on ne voulait pas retomber dans l'écueil, M. Bess l'a dit tout à l'heure. Il y en a beaucoup, des chambres d'hôtes. Des fois, les châteaux, ça ne les rend pas forcément leur avantage. Et donc, on essaie de créer un nouveau concept qui est entre le Airbnb et la chambre d'hôte. C'est-à-dire, ces chambres, on les veut confortables, haut de gamme, mais à l'image du château. Donc, on ne cherche pas du tout à faire moderne. Vraiment, on veut que ça reflète l'histoire du château. Maintenant, les personnes vont arriver avec un système de cartes qui sera fourni après paiement par Internet. Et ils arriveront tout seuls, ils seront autonomes, les chambres seront autonomes avec le petit déjeuner fourni, avec un petit coin réfrigérateur, tout ce qu'il faut pour le petit déjeuner. Et les personnes pourront rester à discrétion le temps nécessaire. Alors, comme disait Édouard tout à l'heure, la proximité de l'autoroute fait de notre propriété un endroit qui n'est pas forcément pour venir se ressourcer pendant une semaine. Donc, nous, on a vraiment voulu
que ce soit davantage pour les professionnels, pour les personnes qui veulent s'arrêter, tout en trouvant du confort, et toujours pour les amoureux des vieilles pierres qui sont heureux de venir passer un petit moment sur place. Voilà. Alors, l'idée que vous avez retenue, en fait, c'est un peu je réserve en ligne, j'arrive, il n'y a pas d'accueil. Voilà. C'est un principe sans accueil. Alors, ça peut être choquant pour un château, mais c'est la liberté qu'on vendra, si vous voulez, dans le principe, de la disponibilité et surtout de la rapidité dans l'arrivée et le départ. Voilà. Donc, les chambres, par exemple, sont équipées de serveurs électroniques avec un accès qui se fait automatiquement avec un code qui est distribué avant la réservation. Alors, vous avez bien compris, on ne souhaite surtout pas attendre le client et faire en sorte que l'accueil soit humain. Alors, c'est vrai que c'est un côté un peu déshumanisé, mais la situation du château nous permet de prendre cette option. En fait, à côté de ça, alors ça, c'est le point que M. Bess a soulevé tout à l'heure, c'est-à-dire la transmission. Parce que nous, on s'est dit, voilà, quand on est venu dans la région, on ne cherchait pas à tout prix un château. On cherchait des vieilles pierres. Donc, des vieilles pierres, encore une fois, ça peut représenter énormément de choses. Et il se trouve qu'on a trouvé Maya. Maya n'était pas forcément une recherche très précise pour nous. Et encore une fois, on s'est retrouvé avec une maison presque trop grande. Et afin de pouvoir transmettre, et ça je suis entièrement d'accord avec M. Bess, et c'est un conseil qu'on donne à tous les repreneurs, toujours avoir ça dans le viseur, parce que effectivement on est parti pour une histoire de longue haleine. Ça représente beaucoup de travaux, beaucoup d'investissements personnels, j'insiste là-dessus, parce qu'il y a la partie financière, bien entendu, chacun fait comme il peut, mais la partie personnelle est très très importante. Maintenant, pour que les enfants puissent reprendre après nous, il fallait qu'on rende la propriété pérenne. Et donc pour ça, la partie financière, même si c'est pas chic, même si c'est pas tout ce qu'on veut de soulever, les vieilles pierres, si on veut les garder, ça passe quand même par là. Donc, c'est partie des 5 chambres. Ça vient illustrer, en fait, le reste. Alors, le reste, sur la photo que vous voyez devant vous, vous voyez ce que j'appelle, moi, le castelletto. En réalité, les 2 petites tours qui ont été transformées au fur et à mesure des années. Il y a une chapelle au premier étage. Cette chapelle, c'est une vraie petite merveille parce que notre château n'est pas très grand. Et d'avoir une chapelle avec des plafonds peints, des fresques, un tabernacle sculpté du XVIIe, c'est vraiment quelque chose sur lequel on a craqué quand on est arrivé. Pour l'instant, on n'y a pas touché, point de vue rénovation, parce que là aussi, c'est vrai, il faut s'entourer des personnes adéquates. Donc, ça va être un gros dossier pour nous. Et pour s'attaquer à cela, on a commencé par le côté vraiment financier de la chose, c'est-à-dire lancer les chambres. Alors les chambres, encore une fois, nous, on ne sera pas limité par un Covid, un virus, puisqu'il y a cette autonomie qui nous permettra de pouvoir continuer quand il arrive. Et pour l'accueil, voilà. Donc là, vous avez une des fresques dans la chapelle. Il y en a beaucoup d'autres dans le château. Edouard, si tu veux préciser. Est-ce que je peux me permettre d'intervenir en disant, quand vous êtes rentré dans ce château, est-ce que vous avez eu des bonnes et des moins bonnes surprises? Alors, bonne question. Oui. Alors, les bonnes surprises, c'est qu'en fait, en fait, c'est un château qui a été construit à partir du XIIe siècle et qui s'est agrandi, en fait, au lieu d'être détruit par les générations qui arrivaient à la suite, il s'est agrandi par le temps, donc jusqu'au XVIIIe siècle. Et quand on a commencé à enlever les anciens revêtements, on a découvert des peintures murales. Et puis certaines structures, anciennes portes, qui avaient été bouchées au Moyen-Âge.
et qu'on a par hasard, en créant d'autres portes, on les a retrouvées. Voilà. Sinon, je dirais qu'on a eu de très bonnes surprises. D'abord sur la structure, parce qu'un château, c'est avant tout une structure saine. Et malgré une zone extrêmement humide, le château, à cette époque, il savait très bien construire. On n'a absolument aucun problème d'humidité et ça, c'est fondamental. C'est un cadeau. C'est fondamental pour un bâtiment. Pour le conseil des repreneurs que je donnerais, c'est vraiment l'aspect sain du bâtiment par rapport à son environnement. C'est par rapport à ce qu'on a connu dans une autre région qui est l'Aquitaine. Ici, on a plus d'eau, mais ils ont suggéré, les anciens ont suggéré cet aspect-là. La preuve, c'est que le château est rehaussé par rapport au niveau du sol et la cave est semi-enterrée. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment un point extrêmement important parce que ça constitue un coût faramineux sur les structures et sur la vie qu'on a aujourd'hui. On recherche du confort et il ne faut pas se tromper là-dessus parce que les investissements, encore une fois, sont très importants. Quels ont été les principaux obstacles que vous avez rencontrés? Alors, par rapport à, comme l'a dit Édouard, on a un petit peu fait un tour de France avant d'arriver dans l'Ain. L'arrivée ici a été un peu une surprise par rapport aux intervenants, par rapport aux artisans. En Aquitaine, on n'a jamais eu de problème pour trouver des artisans. Toujours un délai, les devis, c'est fastidieux, mais on a fait des très belles rencontres. Ici, localement, la proximité de la Suisse fait que tout le monde est débordé. On a eu un mal fou à rentrer des devis et surtout des délais qui pouvaient dépasser 1 an pour arriver à avoir des personnes qui viennent travailler. Donc là, évidemment, le réseau est très important, les conseils des autres, s'entourer, très important, ça a été cité tout à l'heure. Voilà, ça c'est vraiment la difficulté majeure quand on est arrivé ici. Sinon, encore une fois, Édouard vient de le dire, voilà, on n'en est pas à notre première rénovation. Vraiment, les conseils qu'on peut donner, nous, c'est faire attention à la toiture. En fait, des trous dans les murs ou les murs abîmés, etc., ça c'est pas grave du tout. Ce qui est vraiment essentiel, c'est la toiture. Après, vous pouvez acheter un château sans toit, mais il faut savoir à quoi on s'engage. C'est parfois mieux d'ailleurs. Oui, des fois c'est plus simple, mais voilà, il faut le prévoir dans son budget de rénovation. C'est la seule chose. J'ai encore une autre question. Comme Crescendo est quand même un club pour des gens qui sont souvent tous en activité, comment est-ce que tous les deux, vous pouvez concilier vos activités professionnelles avec cette restauration, cette reprise? Alors, bon, déjà, on n'a pas fait ce projet pour en vivre, ça c'est important, parce que bon, on n'a pas le même engagement, on est plus en tant que, on raisonne en fait assez comme investisseur d'un patrimoine qui est bien placé et qu'il faut rentabiliser par le coût qui servira à financer d'autres améliorations. Vous voyez, par exemple, sur la gauche, on voit le donjon qui est du 12e, qui a été rasé à la fin du 18e. On aimerait bien pouvoir le remettre dans l'état d'origine. Mais quand on fait un investissement, on raisonne d'abord ce que ça rapporte, plutôt ce que ça apporte visuellement, mais bon, à moins d'avoir des moyens importants, ce qui n'est pas forcément notre cas, on raisonne financièrement. L'euro investi doit rapporter au moins autant, si ce n'est plus. Voilà. Donc, sur cet aspect-là, nous, on a eu l'avantage de le considérer parce qu'on n'a pas hérité de ce château, encore une fois, et on a fait un choix géographique par rapport à une situation professionnelle avec un engagement qu'on a évidemment le week-end. Il faut être disponible le week-end pour organiser les travaux, faire les projections, mettre la main à la pâte, parce qu'on le fait pas mal, et puis surtout recevoir les entreprises qu'on voit le samedi en général. Voilà. Mais sur le plan professionnel, encore une fois, c'est un engagement
qui est limité du fait que ce choix d'investissement se fait avec une réception de futurs clients qui ne nous verront pas, ils vont nous croiser. Alors, si on est là, ben, on ira les saluer, mais il n'y a pas d'engagement dans le temps, en fait, dans la journée. C'est ça que je veux dire. Alors là, vous voyez le plafond de la chapelle qui date du XVIIIe siècle, qui est assez commun dans la région. On voit beaucoup en Haute-Savoie également, qui a pris l'eau pendant pas mal de temps. Et la toiture avait été refaite dans les années 70 par les précédents propriétaires, mais pendant pas mal d'années, ça a fui et vous en voyez les conséquences sur le bois. Voilà. On peut voir quelques photos. Oui, peut-être raconter aussi l'escalier. Oui. L'escalier à vis. Alors, effectivement, lors de notre première visite, les anciens propriétaires utilisaient un escalier principal qui reliait les deux bâtisses. Voilà, et l'escalier à vis que vous avez la photo tout de suite était condamné, était complètement à l'abandon, donc là, il est rénové par nous. Donc, ce n'est pas du tout dans l'état dans lequel nous l'avons trouvé. Il était impraticable. Ils avaient mis des planches en bois devant pour le fermer. Donc, ça fait partie des bonnes surprises, des découvertes lorsque nous avons acheté. Dans la fenêtre. Et dont la fenêtre qui était complètement murée, on ne la voyait plus. Donc là, il y a une planche blanche devant. On a l'intention d'y mettre un vitrail. On a rencontré un jeune spécialiste qui est passionné, qui est ravi de pouvoir faire cela pour nous. Encore une fois, ça ne se fait pas un claquement de doigts, mais patience, patience. On vous montrera les photos quand on aura avancé. Mais voilà, cet escalier à vis, il est de toute beauté et il valait largement la peine d'être mis en état. Et c'est une double bonne surprise pour nous parce que ça nous a permis d'avoir notre propre escalier privé parallèlement à l'escalier principal dans le couloir d'accueil. Merci. S'il y avait une conclusion à cette présentation, quel serait donc votre conseil principal? Alors, je pense que le premier conseil, c'est de ne pas… en fait, il faut avoir une vision. Il faut avoir une vision. Par exemple, nous, on s'est dit, on va se lancer. Bon, de toute manière, on rénove l'intérieur du château. Bon, c'est un engagement financier, certes, mais on a le coup d'après. On s'est dit, si on n'arrive pas à entrer dans nos fonds, parce que l'idée, c'est de financer les opérations de rénovation future, si on n'arrive pas dans nos fonds, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on remet les chambres à l'état initial? Est-ce qu'on prépare une location à l'année de gens qui habitent la région? Donc, en fait, on a en fait conceptualisé les chambres pour si jamais on a besoin de les transformer différemment pour en faire des 2 pièces. Voilà. Pour avoir un plan B. Voilà. Donc, en plan B, si ça ne fonctionne pas bien, dans le temps, il y a un changement de propriétaire ou quoi ou qu'est-ce, on peut transformer le deuxième château en appartement de 2 pièces. Voilà. Ce que évidemment n'est pas notre choix du tout. Mais il faut toujours garder dans l'idée que quand on achète une bâtisse comme ça, si on veut pouvoir la transmettre et pas avec des dettes et pas avec dans un état non entretenu à ses enfants et en espérant aux petits-enfants, etc., cet aspect est vraiment fondamental. C'est-à-dire qu'il faut vraiment avoir les idées qui suivent. Alors évidemment, les idées qui nous plaisent davantage, c'est pouvoir accueillir des musiciens. Donc ça, nous sommes en pourparlers avec un ami qui a une jolie propriété à Bourg-en-Bresse, qui lui accueille des musiciens ponctuellement. Et l'idée, ce serait de continuer la route des musiciens. Comme on est à une petite demi-heure de Bourg-en-Bresse, c'est pas tout à fait le même endroit et c'est pas très loin. Donc voilà, ça fait partie des projets culturels et beaucoup plus stimulants
Mais voilà, je suis désolée d'insister sur la partie financière et investissement que représente une bâtisse. Pour pouvoir faire face, l'un ne va pas sans l'autre. Merci beaucoup, Anouchka. Merci beaucoup, Édouard. Maintenant, on va… On a une petite question, enfin on en a plusieurs, on en a même beaucoup. On ne va pas pouvoir toutes les sélectionner malheureusement. Une question concernant l'estimation. Comment bien estimer coût, rénovation, toiture avant un achat? Est-ce que vous avez une réponse? Alors, bon, la réponse est… bon, déjà, l'expérience, ça joue énormément. On a cet avantage-là. On n'a pas de maître d'œuvre. Hein. Le maître d'œuvre, c'est moi et mon épouse pour la vision des volumes. Après, il faut faire extrêmement attention au devis. Vous pouvez avoir des différences du simple au triple pour le même travail. Alors des fois, c'est de l'opportunisme. C'est un artisan qui a un carnet de commandes extrêmement chargé et qui se dit je tente le coup, si ça passe, c'est tant mieux pour moi. Donc ça, il faut être très méfiant. On l'a rencontré dans cette région, de fait, parce que c'est pas une région qui est en grosse difficulté financière, qui est plutôt dynamique. Voilà. Donc après, aujourd'hui, il faut raisonner comme un constructeur. Il faut raisonner en prix mètre carré, en prix de revient mètre carré. Et quand on achète, il faut raisonner immédiatement au prix de la vente. Enfin, moi, c'est l'habitude que je prends. C'est quand on achète une propriété, on est déjà sur le coût, je revends. Si je revends, combien ça va me coûter pour ne pas perdre de l'argent? Voilà. Donc, il faut faire ce calcul dès l'achat. Donc, l'enveloppe, on peut la faire estimer par des professionnels, bien entendu, mais il faut aussi comparer les offres qui sont faites par les professionnels. C'est ce que je peux dire. Après, c'est peut-être un peu simpliste, mais si on se lance dans un projet comme ça, il faut avoir tous les tenants et les aboutissants parce que ça peut tourner vite au cauchemar si on n'analyse pas bien le départ. On a aussi plusieurs questions autour des enfants. Qu'en pense-t-il? Que fait-on pour donner la passion du patrimoine à ces enfants? Voilà. Est-ce que vous avez des réponses à apporter sur ce sujet? Oui, alors à chaque fois que… Alors encore une fois, juste pour résumer un peu notre présentation, quand on parle de revendre, ça a toujours été le hasard de la vie. Jamais nous, on a eu comme projet de dire, voilà, l'année prochaine, on vend, dans 2 ans, on rachète autre chose. Donc, on a beaucoup bougé par rapport à la vie professionnelle d'Édouard. Donc, c'est vraiment un peu un hasard. Pour intéresser les enfants, la première chose qu'on a toujours fait, c'est rendre un peu de confort et une chambre à chacun, ou en tout cas, pas forcément à chacun, mais pour qu'ils ne puissent pas râler. Les enfants aujourd'hui sont très gâtés, que ce soit les jeunes, les tout petits ou les plus grands. Ils ont besoin de ça. Donc, autant nous, on peut se contenter d'eux. La première chose qu'on fait, c'est toujours leur apporter un coin sympa, quels que soient les critères de chaque famille. Après, les faire participer. Nous avons 3 enfants, un fils, 2 filles. Il se trouve que c'est notre dernière fille qui met le plus la main à la pâte. Elle participe en tout, et notamment ce dernier projet. Elle a 18 ans maintenant. Après, voilà, on ne peut pas les obliger, on ne peut pas forcément les intéresser, spécialement quand ils sont adolescents, mais on les a toujours emmenés visiter des musées, des bâtisses, donc ils savent de quoi on parle. Je crois que le plus important, c'est de semer des petites graines. Et des petites graines, eh bien, elles ressortent toujours, plus ou moins, mais voilà, je pense qu'il faut commencer par là. Et ne jamais les obliger. Notre projet n'est pas le projet de nos enfants. Donc, ne jamais les obliger à charrier des pierres ou voilà. On essaye, on aimerait, mais ça n'a jamais été une obligation.
Anouchka, je pense que c'est une transition absolument fantastique avec le projet développé par Isabelle et Arthur. Et je pense que, compte tenu du temps, on verra si on a un petit peu de temps à la fin, Laure, pour reprendre quelques questions. Mais je vous propose que l'on passe la parole à Isabelle et Arthur Scar. Merci. Oui, merci beaucoup Philippe. C'est vrai que la transition est parfaite parce que nous, ce qui est vraiment important, c'est qu'on fait de notre aventure de Toll une aventure familiale avec nos 5 enfants qui ont entre 10 et 18 ans. Donc voilà, vous avez un petit aperçu là. Donc Arthur travaille dans le monde de la réassurance. Moi, je m'occupe à temps plein du suivi administratif de Toll. Effectivement, moi, je lui consacre mes jours de congé et mes soirées à lire et à se documenter, ce qui est assez important. Voilà, et puis après quoi, il me donne des consignes, donc il faut que j'essaye de les appliquer aussi bien que possible. Mais c'est vrai que ce qui est génial, c'est que, vous voyez, voilà, chacun fait ce qu'il veut à Toll. L'été dernier, on y a campé, donc chacun s'implique à sa manière. Mais pratiquement, on a toujours un enfant avec nous, pratiquement à chaque fois, pour suivre les rendez-vous avec les professionnels qu'on peut rencontrer, les architectes, les spécialistes du bois, archéologie. Et là, vous voyez un bel exemple, Timothée, qui est sur le mur d'enceinte, alors correctement sécurisé, avec un casque, un baudrier, pour débarrasser le mur de la végétation. Parce qu'on le voit sur la photo suivante, là c'est un peu le après, mais avant, voilà, il y avait quand même beaucoup d'arbres. Et il ne faut pas les enlever n'importe comment parce que ça peut être problématique si on arrache des pierres. Donc, pour ça, tous les spécialistes et les archéologues sont très vigilants pour tout ce qu'on fait, même arracher, même enlever un arbre. Est-ce que vous présentez succinctement un petit peu ce que vous avez acheté, parce que je crois que c'est quand même très particulier. Oui, tout à fait. Toll est vraiment unique. Alors, l'avantage, c'est que nous, on n'a pas de toiture. Donc, ça simplifie beaucoup. C'est un château médiéval du XIIIe et XIVe siècle et il est unique parce qu'il n'a pas été remanié. Il est en ruine depuis si longtemps que la Révolution française l'a laissé tranquille. Et pareil, Viollet-le-Duc et tous ses acolytes ne savaient même pas qu'il existait tellement il y avait de la forêt dedans et autour. Donc Toll, en résumé, c'est un logis seigneurial central encadré de 2 tours que prolonge un mur d'enceinte de 33 mètres de côté. Et donc c'est quand même un édifice assez important. Les 2 tours font 8 mètres de côté, 20 mètres de haut. Et les bâtiments de la cour ont, eux, pratiquement disparu. Il reste des traces, mais pas plus. Donc, Toll a été inscrit en inventaire supplémentaire des monuments historiques dès 1927, parce qu'il y a beaucoup d'éléments remarquables qui restent, notamment des archères canonnières, des fenêtres trilobées avec leur cou-siège, des corbeaux qui soutenaient des bretèches, et puis un chemin de ronde en encorbellement dont il y a quelques exemplaires ci ou là, mais qui est quand même assez rare, avec des très belles dalles. Enfin bref, Toll, c'est une ruine magnifique de 1000 mètres au sol. Et alors, la question suivante qui arrive immédiatement, c'est pourquoi avez-vous acquis une maison, un château, une ruine, comme ça? Alors, je vais dire parce que Patrice Bay, c'était pas trop loin. Non, mais en fait, qui n'a pas envie d'un château fort? Et surtout, c'est le désir de participer modestement à notre échelle de la préservation du patrimoine. Je ne vous cache pas qu'il y avait aussi un critère géographique, parce que Toll, c'est entre là où je travaille et la Haute-Savoie, où on a beaucoup d'attaches. Et donc, à quelques minutes de l'autoroute, c'était aussi, je dirais, c'était pas un détour, on n'était pas dans le sud-ouest de la France ou autre. Et donc, effectivement, il y avait aussi un critère géographique qui a rentré en ligne de compte. Et puis, il faut quand même aussi ajouter, parce que c'est un peu moi qui mets le haut là de temps en temps au désir fou d'Arthur, enfin, il y a un léger critère de prix quand même aussi. C'est-à-dire que quand on veut se lancer dans un projet patrimonial, clairement, les ruines à consolider, ça s'achète quand même beaucoup moins cher que Versailles en bon état. Et qu'avez-vous découvert Alors, moi,
Moi, ce qui m'a le plus impressionné, c'est vraiment la beauté des murs, de l'assemblage des pierres. Vous voyez, sur la tour sud, qui est ma tour favorite, c'est vraiment ça qu'on voit là dans le… Et alors, quand on est au pied de la tour, c'est encore plus impressionnant. Moi, je peux passer des heures à regarder ça. Effectivement, ça c'est très beau et ça a déjà 700 ans, un peu plus de 700 ans, mais à chaque passage, on découvre quelque chose de nouveau, ce qui est un peu magique. On a découvert il n'y a pas longtemps avec les archéologues une rosace dans une fenêtre. En défrichant, on a découvert une fenêtre trilobée qu'on pensait perdue, qui était en fait tombée au sol, et un petit escargot sculpté dans un environnement de porte. Donc, il y a des choses vraiment, voilà, on n'arrête pas de découvrir des choses, bien qu'on y a déjà passé énormément d'heures sur place. Voilà, après, il y a aussi, on voit il y a l'escalier intérieur du logis seigneurial qui est réapparu voilà, au hasard de l'arrachage des orties. Il y a une cheminée dans la tour sud. Et là, c'est pareil, il faut être entré souvent dans la tour pour tout d'un coup se dire, mais il y a quelque chose là-haut. C'est bizarre, c'est quoi ces pierres qui sont en profil, et en fait, c'est tout simplement le conduit de cheminée en pierre massive dans un angle de la tour. Expliquez-nous peut-être un petit peu quel est le projet que vous souhaitez développer. Alors, nous, notre projet, c'est vraiment d'ouvrir au public. Alors, très honnêtement, Anouchka parlait tout à l'heure d'investissement, de rentabilité. Je dois avouer que ça, malheureusement, en fait, alors nous, on n'y a pas pensé du tout. Je pense que voilà, on y passe beaucoup de temps et d'énergie. On veut ouvrir au public. Je ne pense pas que ce soit un objectif rentable. Mais avant toute chose et avant tout n'importe quoi, il faut de toute façon faire en sorte que le lieu arrête de se dégrader et qu'on puisse le sécuriser. Effectivement, parce que ça, c'est très important. Les pierres tombent, elles tombent d'assez haut, jusqu'à 20 mètres de haut. Et résultat, objectivement, à aujourd'hui, le site peut être dangereux et il faut faire attention. Voilà, là, on voit bien sur la photo tout ce qui pousse sur les murs. Voilà. Et donc, dans un premier temps, on va dévégétaliser les ruines et puis reprendre le haut des murs qu'on appelle les arases, consolider les fissures, combler la brèche que vous voyez à l'écran sur votre gauche. Et il faudra aussi reprendre des chaînages d'angles qui, pour la plupart, sont au pied, mais il faut les remettre. Et il y a des jonctions entre le logis et les tours et ainsi de suite. Voilà, il y a quand même des travaux de maçonnerie assez colossaux à mettre en place. En plus de ça, on va commencer à avoir les problèmes de toiture parce que l'idée, ce serait de mettre hors d'eau les deux tours et donc de mettre des toits provisoires au-dessus des deux tours. Là, il y a un débat, donc on a rendez-vous avec les archéologues pour voir 2 ou 4 pans. On va les écouter et puis on fera ce que dira le consensus des gens qui nous accompagnent. Voilà, et puis alors après, quand ça, ce sera fait, mais là, on parle dans 10 ans, je pense. Mais dans l'immédiat, le grand avantage du site, c'est qu'on peut tout voir de l'extérieur. Donc, même si nous, on n'est pas là, le public peut quand même profiter des lieux et pourra en profiter très vite. On pourrait imaginer, par exemple, un circuit pédestre autour du château. On imagine de mettre des grands panneaux explicatifs sur la clôture qui protégera le chantier. Il y a un jardin médiéval qui est un peu en friche maintenant, mais l'école du village avait fait un petit projet autour du jardin médiéval, donc il pourrait reprendre. Alors, à terme, on se dit qu'on voudrait bien avoir un petit musée médiéval sur les guerres delphino-savoyardes. On pourrait avoir des camps de jeunes, éventuellement avec de l'archéologie. Et puis, alors là, vraiment, à long terme, on se disait aussi qu'on pourrait en faire un tiers-lieu avec des espaces partagés pour des réunions associatives, des concerts, des artistes, avec toujours une préoccupation centrale qui est que pour des raisons personnelles, on tient beaucoup aussi à ce que le lieu soit accessible à tous, y compris aux porteurs de handicap et particulièrement aux porteurs de handicap visuel. Enfin, bref, Toll, c'est l'imagination au pouvoir. Pour l'instant, on le sécurise et on anticipe énormément de choses d'ici 6 à 10 ans. Et un petit point rapide, où en êtes-vous? Alors, on trouve qu'on a super bien avancé jusqu'à maintenant. On a fait intervenir en tout premier lieu les services du ministère de la Culture, parce que c'est vraiment pour nous un partenaire indispensable.
Donc, on a acheté en juillet 2019 et en août, l'architecte des Bâtiments de France, ses collègues de la Direction régionale des affaires culturelles et du service régional de l'archéologie sont venus sur place et tout de suite, on leur a demandé des conseils. Alors, ils étaient très contents parce qu'ils n'avaient jamais eu l'occasion vraiment de venir sur place à Tolles. Ils avaient cherché le château, mais ils ne l'avaient pas trouvé, en fait. Et donc, ils nous ont vivement recommandé de commencer une étude préalable complète. Et voilà. Et alors, c'est à ce moment qu'est intervenu notre architecte, Philippe Allard, du cabinet Alep, qui est vraiment aussi un passionné du patrimoine. À l'occasion, il faudrait peut-être l'interviewer également. Et donc, notre architecte s'est entouré d'une fine équipe avec Geocali, qui nous a fait un relevé laser et photo précis au millimètre. Vraiment un outil très, très important. Et Jean-Paul Rose, qui est économiste de la construction, parce qu'il y a beaucoup de chiffres, il y a beaucoup de devis à faire, il y a beaucoup de volumétrie de travaux. Et donc, voilà, c'est toute cette équipe qui a fait une étude complète. Et grâce à cette étude, on a pu déjà déposer le permis de construire en novembre dernier. Et donc, le permis est en cours d'instruction. Voilà, il y a eu du coup le permis en cours d'instruction et évidemment a fait tout le circuit habituel. Et le service régional de l'archéologie a mandaté l'INRAP, donc je ne saurais plus, mais tout le monde connaît l'INRAP, qui vient d'entrer dans le jeu pour une étude d'archéologie préventive qui va intervenir entre mars et mai prochain, 2021 donc. Et ça nous réjouit beaucoup parce qu'ils vont pouvoir faire des relevés de l'archéologie du bâti. Ils vont sans doute peut-être réaliser quelques sondages. Donc, c'est vraiment une belle occasion. Tout à fait. Et nous, on est à l'écoute de ces experts. Étant pas experts du patrimoine nous-mêmes, on est en train de le devenir avec ce dossier, mais c'est vrai qu'on est beaucoup à l'écoute de ça. Et en parallèle de cette phase de travaux administratifs, on a aussi relancé l'association d'amis, les Paladins de Tolles. On a participé à la première édition de la Nuit des Châteaux en octobre 2019. Et puis un an après, comme on l'avait bien aimé, en octobre 2020, on a fait une journée porte ouverte suivie de la Nuit des Châteaux. Ça, c'était très sympathique parce qu'on a pu constater l'engouement du public. On a pu aussi accueillir France 3 qui est venu faire un sujet sur le château. Là, il y a quelques photos qui suivent, voilà, exactement, voilà. Des portes ouvertes. Des portes ouvertes avec des bénévoles qui ont guidés et qui ont fait un peu d'animation. Et si tout va bien, en mai prochain, on aimerait faire une journée aux abords du château qui sera probablement déjà en chantier, qui sera, elle, orientée vers les vieux métiers par les artisans locaux. Parce que c'est très, très important d'avoir effectivement le tissu local et de, je dirais, l'aide et de travailler avec les artisans locaux. Voilà, et puis on a aussi pris contact avec les services touristiques du département parce qu'ils sont très désireux d'inscrire le château dans le maillage touristique local. Donc ça, c'est encore aussi une occasion pour nous de faire connaître le lieu. Voilà, et effectivement, on avait dit que la communication est importante. Et ça, c'est vrai que nous, notre château qui est perdu au fond des bois, au bout d'un chemin de terre, c'est très, très important. Quels sont les principaux obstacles que vous avez rencontrés ? Alors, pour le moment, rien d'insurmontable. On a réussi à avoir l'eau, parce que pour le chantier, l'eau est très important. Ça, c'était relativement facile. En revanche, pour l'électricité, Enedis, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, on n'a pas encore l'électricité sur le château, mais il va falloir, pour le début du chantier, il nous reste quelques mois pour vaincre ces arcanes administratives. Après, le principal obstacle va être sans doute l'obstacle financier, parce qu'on a déjà pris contact avec le département de l'Ain, avec la région Auvergne-Rhône-Alpes, avec la DRAC, qui tous nous ont aidés pour le financement de l'étude préalable. Donc, on les remercie beaucoup et on espère conserver ce soutien pour les travaux à venir de concert avec eux. Voilà, et puis on va s'initier au mécénat aussi, Monsieur Bess. On va s'initier au financement participatif, tous les prix et soutiens qu'on pourra obtenir. Et d'ailleurs, dans ce cadre, on va se porter candidat dans le cadre des projets de maillage de la mission Berne pour le loto du patrimoine. Donc voilà, on va voir si ça marche. Votez pour nous. Non, je crois qu'on ne peut pas voter, mais votez pour nous quand même. On peut appuyer quand même. Berne avec les VMF, on sait qu'on a
qu'on a un petit peu appuyé un certain nombre de dossiers. Est-ce que vous avez découvert des choses auxquelles vous ne vous attendiez pas? Oui, on ne s'attendait pas à avoir un accueil aussi chaleureux de la part de tout le monde. Que ce soit les habitants du village, la mairie, le monde associatif dont vous faites partie en premier lieu, Philippe, les autres monuments de la région, parce qu'on a rencontré aussi d'autres propriétaires, les services de l'État. Vraiment, on a l'impression, on en est toujours un peu ébahi d'ailleurs, mais on a vraiment l'impression que tout le monde est là pour nous aider autour du petit berceau de Tôle, pour nous aider à mener à bien ce projet. Bon, après, la question bateau, c'est vos conseils, soit Oui. des repreneurs, soit des candidats à la reprise. Qu'est-ce que… Alors, moi, je dirais aux candidats à la reprise, il faut y aller, il faut foncer. Moi, c'est Arthur qui m'a emmené dans l'histoire et il faut y aller. Voilà, moi je dirais, il ne faut pas hésiter à réaliser vos rêves. Il faut faire comme moi, regarder les exemples dans votre région sur Internet, voir il y a quand même pas mal de gens qui ont communiqué, donc ça donne voilà, des business plans, comme on pourrait dire, qui ont fonctionné, et donc ça c'est bien. Il faut aussi faire un bilan objectif des forces et faiblesses du lieu, donc de voir qu'est-ce qu'il faut faire, est-ce qu'il y a une toiture à changer, est-ce qu'il n'y a pas de toiture comme nous, ce qui peut être un avantage. Et puis, sans oublier qu'il faut vérifier si ce lieu est vraiment en résonance avec qui vous êtes et ce que vous voulez faire. Voilà, faut pas moi, je ne suis pas maçon et donc ce n'est pas moi qui vais remonter le mur, ça c'est sûr. Mais par contre, voilà, on va monter une association, on va faire les devis pour que d'autres le fassent et le fassent mieux que moi. Et le point le plus important, je dirais, c'est le faire en équipe, en famille et donc le faire avec son conjoint. Voilà, vérifier si le conjoint est partant pour cette aventure parce qu'il faut commencer à deux et puis après avec les enfants et puis après avec les amis et ainsi de suite. Oui, et moi, pour des gens qui sont déjà lancés, je dirais qu'effectivement, c'est un travail d'équipe familiale avec l'architecte qui est vraiment une pièce essentielle du dispositif. Donc ça, il faut bien le choisir. Il faut prendre le temps de rencontrer les habitants de son village. Il faut apprendre à gérer les bénévoles, à les motiver sans se laisser déborder. On peut utiliser les réseaux sociaux aussi pour fédérer une communauté autour. On peut solliciter la presse. Donc nous, il y a France 3 qui est venu pour la Nuit des Châteaux cette année. Il y avait le Progrès qui était venu l'année dernière, qui avait fait 2 petits articles qui ont été un bon écho. Et puis, il faut faire la différence entre ce qu'on peut faire seul et ce pourquoi il faut absolument faire intervenir des professionnels. Voilà. Et puis enfin, il faut évidemment adhérer aux associations de défense du patrimoine, les vieilles maisons françaises au premier rang, mais peut-être aussi la demeure historique, voilà, qui sont vraiment des partenaires très, très précieux. Laure, je pense qu'il doit y avoir plein de questions. Est-ce que vous pouvez nous en ressortir une ou deux Oui, on a une question sur la restauration. Quel niveau de restauration vous souhaitez atteindre? Alors, ça va dépendre essentiellement des finances. À minima, il faut refaire les toits sur les 2 tours. Et ça, c'est le minimum. A priori, le logis central, si on veut protéger, notamment, il y a une colonne, il y a l'escalier, et ainsi de suite, il faudra également le recouvrir. Par contre, dans la cour, il y avait des centaines de mètres carrés de bâtiments et eux, je crains malheureusement qu'ils ne seront jamais reconstitués. On ne sait pas, nos enfants peut-être. Est-ce que c'était votre première expérience? Oui. En fait, ce n'est pas notre première expérience de construction. C'est-à-dire que ma mère dit de mon mari que c'est un bâtisseur. Et c'est vrai que depuis qu'on est mariés, on a acheté un vieux bâtiment de ferme qui est notre maison familiale, mais qui était une écurie et une étable. Donc, il n'y avait rien d'habitable du tout quand on l'a acheté. Donc, on a tout créé à l'intérieur. Et on a aussi retapé un tout petit chalet d'alpage perdu dans la montagne en Haute-Savoie, là où on a nos attaches de préférence.
Donc, c'est vrai qu'en fait, oui et non. Mais enfin, c'est clairement notre première approche, notre première expérience à ce niveau-là. Très bien. On a une question indiscrète. Vous pourrez répondre par un joker si vous le souhaitez. Est-il possible de savoir combien coûte d'acheter une ruine aussi imposante? Ah bah, je vais répondre très simple. Il faut aller sur le site de Patrice Besse où il y en a peut-être encore d'autres à vendre. Et après, vous allez négocier au mieux possible. Mais Ouais. Voilà, donc c'est un demi-joker. Voilà, un demi-joker. Sachant que pour info, on a quand même négocié 1 an avec le vendeur. Alors ça, c'est une question qui est un petit peu pour tous. Lorsqu'on achète un édifice qui nécessite des travaux, mais se situant dans une nouvelle région inconnue, sans réseau d'artisans et professionnels, quels sont vos conseils pour vous entourer de gens sérieux? Alors nous, on est passé par l'architecte pour justement sélectionner ça, hormis le charpentier qu'on connaît déjà et qui va probablement venir de Haute-Savoie. Il y a des réseaux, il y a effectivement des architectes et des architectes du patrimoine, il y a toujours des expériences qui ont été faites à droite, à gauche, et des artisans, on en a partout en France. Enfin, rares sont les régions sans artisans. Effectivement, c'est ce que vous disiez dans la première intervention. Quelquefois, les artisans mettent 2 ans à faire un devis et encore une année pour intervenir. Mais en tout cas, ils sont là, on sait en général où les trouver. Et les artisans se déplacent en plus de région en région. Et puis, il y a de très bonnes associations qui sont capables de vous trouver des artisans partout. Et justement, je rebondis là-dessus. Effectivement, des artisans, on en trouve dans toute la France. Je crois que la seule chose à laquelle il faut s'attacher, c'est d'avoir des férus de vieilles pierres. Ils ne le sont pas tous, mais quand ils le sont, ils sont vraiment passionnés et ils sont ravis de venir rénover des châteaux. Je donne un exemple, notre électricien. Justement, on a eu de la difficulté à trouver quelqu'un sur place. Et bien, on a recontacté l'électricien qui avait travaillé pour nous sur un logis du 16e en Charente. Il a réfléchi pas très longtemps et il nous a rappelé. Il a dit « Je suis ravi, j'adore, j'arrive ». Et du coup, il venait plusieurs semaines, évidemment, il logeait dans la région. Et il est arrivé pour percer les murs avec une mèche de 80, ça ne suffisait pas, ça l'a fait rigoler, il est allé courir chercher une mèche de 1 mètre et il a pu joindre les 2 bouts. Donc voilà, c'est des exemples un peu concrets, mais voilà, ne pas hésiter à trouver des passionnés qui partagent l'aventure avec vous. Oui, moi, j'ai beaucoup d'exemples de propriétaires qui ont finalement presque engagé des artisans à demeure, enfin, et des artisans qui ont fini leur carrière dans des propriétés ou qui ont repris du service pour aller travailler dans les propriétés qu'ils connaissaient, etc. Donc, tout ça est une grande histoire de passion. Hein. Oui, c'est d'ailleurs aussi ce que nous a dit Philippe Allard, que probablement ce serait la même équipe de maçons qui passerait sur les différentes parties du bâtiment les unes après les autres. Alors, vous êtes effectivement tous amoureux du patrimoine. On a une question, est-ce qu'il faut avoir une âme de gestionnaire absolument ou pas? Soit on a des fonds très très importants et on ne va pas forcément être gestionnaire. Et quand on est nouveau repreneur, premier repreneur, jeune repreneur, en général, on n'a pas une finance suffisante. Et donc, il faut avoir une âme de gestionnaire. Et encore une fois, moi, je reviens sur mon credo, mais la transmission est tellement importante qu'il faut rendre le bâtiment économiquement viable pour le transmettre. Pas forcément gagner de l'argent dans un bâtiment, parce que j'en connais peu qui gagnent de l'argent, mais au moins que ça ne coûte pas. Ça ne coûte pas, il faut être un bon gestionnaire. On passe sur le sujet crescendo. Philippe, voilà, est-ce qu'il serait possible d'avoir une petite présentation du club Crescendo, le nombre de membres, les actions, les avantages, et comment peut-on y être utile si nous ne sommes pas propriétaires? Alors, un des grands points au niveau des VMF, c'est que les adhérents des VMF ne sont pas tous propriétaires. Il y en a une partie d'entre eux qui sont propriétaires, mais ce n'est pas une condition sine qua non. Donc, ce qui veut dire que pour être VMF, il faut être amoureux du patrimoine. Donc, c'est
relativement simple. On adhère au VMF et les VMF sont organisés par des délégations au niveau de chacun des départements. Et il nous a semblé utile d'aller un petit peu au-delà de ça, et c'est crescendo. L'idée de crescendo, c'est de se dire qu'un certain nombre de nos adhérents, notamment les adhérents qui sont toujours en activité, sont souvent adhérents dans un département dans lequel ils avaient notamment des attaches familiales et qu'ils résident dans un autre département. Il y a une surreprésentation de la région parisienne. Dans ces cas-là, comme ce que j'appelle la résidence habituelle est à Paris, et puis la résidence de cœur est en Lozère ou est dans l'Ain, où se trouve. Et ces adhérents, en fait, qui passent que quelques mois par an ou quelques semaines par an, compte tenu de leur activité dans leur département d'adhésion, se trouvent un petit peu abandonnés le reste de l'année. Donc on s'est dit qu'au travers de Crescendo, on allait leur apporter également ce qu'ils sont contents de trouver dans leur département d'origine, mais en le faisant sur quelque chose de beaucoup plus ouvert et avec des modes d'expression qui peuvent être différents. Donc, on a lancé Crescendo au niveau VMF il y a un peu plus d'un an. Crescendo n'est pas une délégation VMF en tant que telle, mais Crescendo est un moyen, en fait, de pouvoir rassembler une tranche d'âge entre 30 à 60 ans, sans problème, et qui ont tous les mêmes préoccupations, c'est leur amour du patrimoine. Donc, Crescendo, il n'y a pas à l'heure actuelle d'adhésion particulière, hormis l'adhésion VMF, et il y aura peut-être à l'avenir, en fait, ce club Crescendo sera peut-être un peu plus formalisé, mais à l'heure actuelle, ce club, en fait, est ouvert à tous les adhérents au VMF qui ont grosso modo moins de 60 ans, donc qui a priori sont en activité. Et qu'est-ce que l'on va faire cette année? Je crois que compte tenu des conditions, on va continuer à faire des webinaires. On a prévu de faire en fait encore plusieurs webinaires et dès que la situation sanitaire nous le permettra, on essaiera de faire des voyages sous forme de grands week-ends de découverte. On a déjà dans nos cartons la Champagne, et je pense que pour le début de l'année prochaine ou pour l'année prochaine, ce sera dans la région de Tours. Et on va continuer notre cycle de webinaires pour essayer de vous donner des témoignages. Alors le prochain sera, je pense, à peu près dans un mois et demi, 2 mois, et on refera donc sur le thème lié au métier d'art. Et le suivant sera normalement fin juin, à nouveau, il y aura aussi les amoureux du patrimoine. Donc, nous souhaitons pouvoir intervenir au travers de webinaires avec une certaine régularité et pouvoir vous regrouper tous le plus rapidement possible. Nous avons dû annuler l'année dernière une visite particulière du Palais Vivienne, et j'espère que dès que les conditions seront à nouveau réunies, que nous pourrons vous trouver très nombreux et en pleine forme au niveau de nos manifestations prochaines. Il me reste maintenant à remercier en fait l'ensemble des participants. Monsieur Bess, merci beaucoup d'avoir pris la peine et votre temps pour pouvoir lancer cette partie de webinaire sur les amoureux du patrimoine. Oui, c'est moi qui vous remercie pour tout ça. Merci beaucoup de votre mécénat au niveau des VMF, qui je crois, est également quelque chose de très appréciable. Anouchka et Edouard, merci. Merci d'avoir sauté le pas et nous avoir présenté Maya et un peu le projet. Et Isabelle et Arthur, on se retrouvera bientôt sur le haut des créneaux. Mais de toute façon, vous vous en êtes rendu compte, moi je suis délégué de l'Ain et ce sont des propriétés de l'Ain que je me suis permis cette fois-ci de mettre en valeur. Donc, merci à tous et bonne fin de soirée et j'espère à bientôt. Merci, bonsoir tout le monde. Merci beaucoup. Au revoir à tous.
Au revoir. Merci, au revoir.